Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Discours royal de l'ouverture de la première session de la 3e année législative de la 11e législature définit les chantiers socio-prioritaires et appelle même à privilégier les valeurs marocaines authentiques pour une meilleure mise en œuvre des programmes les plus urgents. Tout un programme de travail est déroulé, décliné pour le gouvernement et pour le Parlement aussi. Atténuer la dette publique en Afrique, faciliter l'accès au financement pour le continent africain, lutter plus efficacement contre la pauvreté et l'inflation. Des défis colossaux débattus lors des travaux de l'Assemblée annuelle, Fonds monétaire international et Banque mondiale. Relever ces challenges passe nécessairement par un changement des paradigmes mondiaux et surtout un système financier. Comment y parvenir? Nous suivrons les recommandations émises pendant les tables rondes tenues à l'occasion. Sport, football, dans moins d'une heure, les Lions de l'Atlas vont croiser le fer avec les éléphants de la Côte d'Ivoire à Abidjan. Un match amical mais d'une importance capitale pour coach Walid Regragui et ses protégés. Le sélectionneur national veut se mesurer à une équipe ivoirienne redoutable qui jouera à domicile là où aura lieu la CAN 2023. Ce sera en janvier. Bonsoir. Le discours royal de l'ouverture de la première session de la 3e année législative de la 11e législature définit les chantiers sociaux prioritaires et souligne même la profondeur des valeurs marocaines authentiques, particulièrement durant les crises et les adversités. Au cœur de ces chantiers prioritaires, la reconstruction et l'accompagnement de la population sinistrée après le séisme d'El Haouz, la révision du code de la famille et l'aide sociale aux plus vulnérables. Décryptage tout de suite en compagnie de Mohamed Jabri et Myriam Messi. Ils ont tous répondu à l'appel de la nation. Des citoyens de tous bords, rassemblés à l'unisson dans un élan spontané et solidaire. Une entraide remarquable qui s'est révélée au grand jour au lendemain d'un drame dévastateur. Le séisme d'El Haouz a été le catalyseur d'une mobilisation nationale salutaire. Une source de réconfort et de fierté érigée par Sa Majesté le Roi en valeur fondatrice de l'identité nationale. Ce drame livre un enseignement précieux. Les valeurs authentiques de l'âme marocaine ont prévalu. C'est la même qui ont toujours permis à notre pays de surmonter crises et adversités et qui nous conforte sans cesse dans notre détermination à poursuivre notre marche avec assurance et optimisme. Ce bel esprit et cet idéal noble nous habitent tous car ils représentent pour nous les ferments de l'unité et de la cohésion de la société marocaine. Autre pilier fort de la société marocaine, la famille. Un noyau dur que Sa Majesté le Roi entoure de sa haute sollicitude et veille à en fortifier la cohésion. Mesdames, Messieurs, la lettre que nous avons adressée au chef du gouvernement pour engager la révision du Code de la famille, la Moudawana, s'inspire de ces valeurs nationales qui inscrivent la famille et les liens familiaux dans la sphère du sacré. La famille étant la cellule de base de la société selon les termes de la Constitution. Nous veillons toujours à réunir les conditions favorables pour en fortifier la cohésion. Des efforts sans relâche entrepris depuis près de 2 décennies en faveur de la famille en tant que système de valeurs et de durabilité. La réforme de la Moudawana est aujourd'hui porteuse de grands espoirs. La lettre royale fixe le cadre général de la révision de la Moudawana conformément à l'identité marocaine authentique et notre religion musulmane, tout en prenant appui sur la notion d'ouverture. Autre chantier à impact direct sur les familles annoncé par le souverain dans son discours au Parlement, la généralisation de la protection sociale, érigée en pilier essentiel de notre modèle sociétal et de développement. Sa Majesté le Roi a annoncé sa décision d'élargir le spectre des bénéficiaires du programme d'aide directe aux franges en situation de précarité et de pauvreté. Ce soutien sera ainsi étendu aux enfants en âge de scolarité et aux enfants en situation de handicap, en plus des catégories sociales vulnérables. Un programme qui devra à terme permettre de rehausser le niveau de vie des ménages cibles, de combattre la pauvreté et la précarité,
et in fine d'améliorer les indicateurs de développement social et humain. Et pour un nouvel éclairage sur le discours royal, avec nous en direct l'analyste politique Driss Aissaoui, auquel on va donc revenir dans quelques instants pour un décryptage concernant le discours royal de l'ouverture de la première session de la 3e année législative de la 11e législature. Mais à présent, focus sur les assemblées donc annuelles Banque mondiale, Fonds monétaire international qui se poursuivent à Marrakech pour le 6e jour consécutif, ce samedi alors. Les participants plaident pour une refonte de l'architecture du financement international. Les défis qui s'imposent sont énormes, et surtout pour notre continent, le continent africain, car les flux de financement vers l'Afrique restent insuffisants par rapport aux objectifs de développement durable et surtout par rapport aux défis relatifs au changement climatique. Tout de suite le point avec Soumia Belayachi, Hassan Mskour et Mariam El-Messi pour le commentaire. L'Afrique, un continent qui regorge de potentialités et de richesses extraordinaires en matière de capital humain. Mais les taux de développement y sont en deçà des attentes. Une restructuration du système financier mondial s'impose plus que jamais. Ce fut l'occasion pour les financiers du continent d'exprimer de manière libre les problématiques qui entravent la réalisation des objectifs de développement durable dans le continent. Parmi les solutions proposées, les financements à bas coût pour répondre efficacement aux défis émanant des changements climatiques. Une réforme équitable et propice au développement de l'Afrique, continent prometteur, avenir de l'humanité. On cherche des sources de financement plus équitables et propices au développement de l'Afrique. Le système financier international ne prévoit pas actuellement les mécanismes susceptibles de favoriser l'inclusion et la participation des pays africains. Si le système financier international doit prévoir des mécanismes susceptibles de favoriser l'inclusion, cette garantie passe par des mécanismes de contrôle rigoureux des institutions supérieures de contrôle. Il est question pour les institutions supérieures de contrôle d'entreprendre des travaux d'audit pertinents et prospectifs en vue d'accélérer l'implémentation des objectifs de développement durable. Et cela en tenant compte des spécificités territoriales de façon à accorder des financements qui puissent répondre aux aspirations des citoyens et créer de la richesse. Repenser l'architecture de financement international, un défi qui s'impose pour une meilleure inclusivité en Afrique. Selon le programme de développement des Nations Unies, le financement requis pour les contributions déterminées au niveau national dans les pays africains est estimé à près de 3 trillions de dollars entre 2020 et 2030. Et pour parler de tous ces défis, avec nous sur le plateau, professeur Hassan Al-Arafi, professeur de finances publiques à l'université Mohammed V de Rabat, mais aussi expert auprès de la Banque mondiale. Professeur Al-Arafi, bonsoir. Bonsoir, madame. Dans le message adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI aux participants aux assemblées annuelles Banque mondiale, Fonds monétaire international, Sa Majesté a appelé à une réforme des institutions financières et des règles surtout régissant le multilatéralisme. C'est dire, professeur Al-Arafi, qu'autrement l'équité et aussi le caractère inclusif seraient mis à mal entre le Nord et le Sud. C'est dire qu'autrement, cela creuserait davantage les inégalités et le gap auquel on assiste dans le monde. Oui, effectivement, si je me permets de paraphraser Sa Majesté, il a dit une phrase très très importante en disant qu'il y a des défis mondiaux qui exigent des solutions mondiales. Cela signifie qu'il faut adapter les solutions qui sont parfois recommandées par les institutions de Bretton Woods, que ce soit la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international, qui devront être adaptés aux pays destinataires, aux bénéficiaires. Bien entendu, aujourd'hui, on assiste, comme l'a été souligné à travers la lettre de Sa Majesté, qu'il y a des phénomènes géoéconomiques, il y a la montée du souverainisme, il y a un déséquilibre international qu'il faut réparer. Bien entendu, pour ce faire, il faut revoir toutes les formules qui sont aujourd'hui mises en place en tenant compte des nouvelles donnes aujourd'hui qui constituent des défis aussi bien pour le monde occidental ou les grandes forces internationales
que pour aussi des pays en voie de développement ou se développer, notamment les pays africains. Et parmi ces fléaux, il y a l'inflation. Professeur Al-Arafi, il y a le spectre inflationniste qui pèse sur le monde entier, qui pèse sur le pouvoir d'achat des Marocains en Afrique, mais dans d'autres pays à travers le monde. Vous, avec votre regard de professeur, en tant qu'expert aussi auprès de la Banque mondiale, ce sont des thématiques sur lesquelles vous vous penchez assez régulièrement. Comment s'annonce l'avenir économique dans un monde en mutation, en ébullition, toujours marquée par cette inflation La montante. caractéristique globale aujourd'hui qui secoue le monde, c'est que c'est un monde turbulent. C'est un monde turbulent qui exige beaucoup de veille stratégique. Pas uniquement une planification qu'on peut effectuer et puis attendre ces résultats comment se faire réaliser. Nous sommes dans un cycle de recommencement perpétuel, d'adaptation des stratégies, que ce soit les stratégies nationales ou les stratégies même internationales des institutions qui portent l'aide à des pays. Le phénomène de l'inflation, c'est parmi les grands défis aujourd'hui. C'est un phénomène dont les explications sont aussi complexes, mais généralement, les pays en voie de développement, les pays qui ne sont pas riches, ils subissent une... pâtissent plus sévèrement. Oui, et ils subissent les conséquences de ce fléau d'inflation, et c'est une inflation quasiment importée. C'est-à-dire qu'ils subissent ce qui se passe dans le monde. Et donc, aujourd'hui, les solutions qui sont proposées par la Banque mondiale, ils devront tourner vers ce qu'on appelle l'inclusion économique et de l'emploi pour aider les pays à faire face aux défis. Parce que si on s'inscrit dans la propre logique des économies en voie de développement, ils ont subi beaucoup de chocs. Passant par la crise de Covid 2019 et puis avec une résilience assez limitée. L'accès à l'endettement n'est pas indéfini. Donc chaque pays il doit mesurer son potentiel d'endettement avant d'y accéder. Et donc nous pouvons dire qu'aujourd'hui les institutions de Bretton Woods, ils ont changé de la logique. Ce n'est pas le diktat comme on peut penser. Ce sont des solutions qui sont adaptatives, qui devront prendre en considération les spécificités de chaque pays, en respectant bien sûr des règles qui sont des règles conventionnelles, pas imposées, mais qui sont convenues par les membres, que ce soit de la Banque mondiale ou les adhérents de Fonds monétaire international. Aujourd'hui, je pense, je devrais réitérer, il faut appréhender cette phrase de Sa Majesté le Roi dans sa lettre, il faut l'appréhender dans toute sa dimension en disant que les défis mondiaux exigent des solutions mondiales. Et moi, je vais revenir à ce que vous avez dit il y a quelques instants. Vous avez évoqué la question de la dette qui est tout aussi cruciale, surtout pour le continent africain. Il y a ce chiffre, on ne peut plus parlant, avec un niveau d'endettement au plus haut depuis 50 ans déjà pour les pays du continent africain. Comment les débats, vous qui étiez déjà sur place, ont évolué dans ce sens pendant ces assemblées annuelles Banque mondiale, Fonds monétaire international? Et est-ce qu'on est sorti avec des recommandations, des feuilles de route pour s'atteler à ça de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus engagée? Laissons-nous faire comprendre une chose importante. Ce n'est pas le problème d'être endetté ou pas. Ce n'est pas ça le problème. Le plus important, c'est est-ce que vous avez un potentiel d'endettement? Il y a des pays qui disent qu'ils n'ont pas de dette, des pays même voisins qui n'ont pas de dette extérieure, mais est-ce qu'ils vivent bien? Non. Et on voit qu'il y a les pays riches qui sont les plus endettés dans le monde, ils vivent bien. Le Japon, 120% de la dette par rapport au PIB. L'Italie. Et donc, les États-Unis, c'est un pays aussi surendetté. Mais le problème, c'est comment vous gérez ce qu'on appelle la gestion active ou dynamique ou intelligence de votre dette. Il faut que la dette joue le rôle de l'effet de levier. Si vous vous empruntez pour le fonctionnement, non. Si vous vous empruntez pour l'investissement, oui, vous vous empruntez. Dans l'éducation, la santé, des projets de développement. Que ce soit des investissements productifs ou des investissements sociaux. Parce que les investissements, ils ont des impacts et des effets indirects sur ce qu'on appelle l'inclusion économique. Mais la gestion de la dette n'est pas une notion brute. C'est une notion nette qui doit prendre en considération vos capacités de rembourser cette dette. Effectivement, il y a des pays, s'ils dépassent les 60%, ça devrait être une crise. Mais il y a des pays qui dépassent 100%. Ils s'en sortent plutôt bien. Ils s'en sortent très bien. On a le Japon, on a l'Italie. Mais lorsque la Grèce
avait dépassé le seuil qui est convenu par l'accord de Maastricht, c'était grave, parce que son économie ne supporte pas tel ratio. Le Maroc, il a essayé depuis toujours de maîtriser son endettement en le laissant dans les ratios de 60-70 en ce qui concerne la dette de trésor. Certes, la dette publique il peut être beaucoup plus importante, mais ce n'est pas tellement jusqu'à l'heure actuelle inquiétant le niveau de la dette marocaine. C'est vrai, il y a une tendance de plus en plus vers la dette extérieure, surtout avec la période post-Covid. Le Maroc a utilisé des instruments qu'il avait laissés pour longtemps, tels que les lignes de liquidité. Mais je pense, d'après même les témoignages des grands décideurs d'IMAD, que le Maroc, je pense, il se porte bien dans son économie et avec son potentiel ne sont pas un pays riche Cela reste en termes, sous contrôle, mais bien maîtrisé, bien géré. Il a bien maîtrisé les indicateurs macrofinanciers. Excellent, professeur Al-Arafi. À la veille, pour conclure, à la veille de la clôture aussi des assemblées annuelles Banque mondiale, Fonds monétaire international, quel bénéfice, de manière plus concrète et plus brève, professeur, le Maroc peut-il tirer de l'organisation d'un événement aussi majeur et un événement international? Eh bien, ça c'est du branding du Maroc, l'image du Maroc. Et je pense que le Maroc a réaffirmé d'abord comme étant un porte-parole de l'Afrique. Regardons bien la lettre de Sa Majesté. De ses préoccupations, oui, ses défis, ses besoins. Il ne défend pas uniquement le Maroc, mais était un porte-parole, un vrai plaidoyer pour hisser le continent européen au niveau qu'il mérite. Ce sont des signaux forts. Bon, cet événement, il marque des signaux forts en termes de confiance au cadre institutionnel marocain, de confiance à notre capacité d'accueil, aux confiance à notre capacité d'organisation, aux confiance stabilité et sécurité aussi dans la région. Beaucoup de choses, parce que le fait que le Maroc arrive à organiser un événement de telle envergure juste après le séisme, ça se dit ce qui se dit. Et les gens, ils sont de grands observateurs. Et je pense ça a été salué trop fort par les organisateurs de cet événement qui sont de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international, de l'effort. Les choses ont été très bien organisées. 14 000 invités, pas n'importe quel invité. Donc, c'était Marrakech, dans cette semaine, était la capitale du monde. Et cela a été dit et redit hier par la directrice du Fonds monétaire international et le directeur de la Banque mondiale, professeur Al-Arafi, Hassan Al-Arafi, professeur de finances publiques à l'université Mohamed V de Rabat et aussi expert auprès de la Banque mondiale. Merci beaucoup de cet éclairage. Merci à vous. Et à présent, un autre éclairage. Cette fois-ci, on va revenir au discours royal de l'ouverture de la première session de la 3e année législative de la 11e législature. Un discours qui, rappelons-le, définit les chantiers sociaux prioritaires et qui souligne aussi la profondeur des valeurs marocaines authentiques. Et pour cela, un nouvel éclairage donc, cette fois-ci avec l'analyste politique Driss Aissaoui. Monsieur Aissaoui, bonsoir. Le discours royal prononcé à l'ouverture de la première session de la 3e année législative étant ne peut plus fort. Toutes les forces politiques publiques au Maroc sont donc appelées à se conformer à un nouveau système de valeurs nationales authentiques, propre à nous Marocains. C'est une manière aussi de dire haut et fort que le Maroc n'a pas besoin de modèles étrangers pour asseoir davantage sa politique régalienne. C'est cela, professeur Aissaoui? Oui, vous savez, c'est véritablement un discours programme pour les membres des deux chambres du Parlement marocain. Et c'est un discours qui a permis de retracer un peu tout l'itinéraire de la société et l'économie marocaine. Et au moins 3 grands moments ont émaillé ce discours. Nous avons le premier point, c'était celui du séisme, et là où Sa Majesté le roi Mohamed VI a traité la question du séisme et la manière dont le Royaume du Maroc a pu justement gérer au mieux et haut la main cette problématique importante qui a touché au fond les valeurs du Maroc, la société marocaine. Et il y a également le deuxième point important qui me semble être aussi un point important, c'est celui des valeurs. C'est-à-dire Sa Majesté le roi Mohamed VI est revenu sur les 3 principales valeurs qui gouvernent et qui guident les actions et les actes
de la politique économique de ce pays. On pourra y revenir en détail. Et il y a également donc le traitement de la question de la famille et la révision du code de la famille qui est devenu un cadre important de réflexion sur ce que devra être la famille. Et aussi ici, c'est d'après les développements qui ont été présentés par Sa Majesté le roi Mohammed VI, nous ne parlons pas du code de la femme. C'est le code de la famille, c'est-à-dire la femme, le mari, le père, le frère, tout le monde, toutes les constituantes du groupe, de la cellule familiale sont concernées. Et véritablement, c'est une situation particulière à laquelle devraient s'intéresser tous les parlementaires. Et en fait, le discours a été une feuille de route pour les parlementaires de la première chambre et de la deuxième chambre pour pouvoir travailler et réfléchir dans les semaines et les mois à venir. C'est en fait un programme de travail annuel qui a été soumis sur lequel doit s'atteler et le gouvernement et le Parlement, Monsieur Aissaoui. Sa Majesté le roi Mohammed VI insiste aussi sur l'urgence de confirmer et d'aider, assister aussi les familles touchées par le séisme d'Al Haouz. Le message envoyé par le souverain est que la reconstruction des zones sinistrées et de l'humain aussi ne peut en aucun cas attendre ou être relégué au second plan. Le discours se présente alors comme une feuille de route et pour le gouvernement et pour le Parlement, là aussi, sur ce chantier capital. Là aussi, bien sûr, c'est-à-dire que quand on parle du séisme, quand on a parlé, c'est-à-dire Sa Majesté le Roi a tenu à préciser de manière très particulière que le traitement de cette question du séisme n'était pas une question formelle, au contraire, c'est une question de fond, et là où il a dit que quand il fallait traiter la question du séisme, il fallait la traiter comme étant une affaire urgente, et c'est ce qui a été fait. Je vous ai dit tout à l'heure que le rappel, parce que Sa Majesté le Roi a tenu à lui dire, il y a trois principaux groupes de valeurs qui doivent constituer la trame de fond de la gestion et de la réflexion sur l'action publique. Nous avons les valeurs religieuses, les valeurs nationales et les valeurs de solidarité, de cohésion interrégionale et sociétale qui permettent justement aux Marocains de réfléchir et de dire voilà où nous sommes et où est-ce qu'on veut aller. Et c'est là où Sa Majesté le Roi a exprimé son approbation et son admiration aux efforts de solidarité qui ont été démontrés sur le terrain. Et les acteurs de cette solidarité, c'est les femmes, c'est les hommes, les Marocains du monde aussi, qui ont donné un effort extraordinaire. Et il y a excellent, même les Monsieur le Aissaoui, pour pouvoir aborder tous les volets que l'on retrouve dans le discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le souverain a aussi annoncé qu'en fin d'année, l'opérationnalisation du programme d'aide sociale directe sera déclenchée. Aujourd'hui, la bonne gouvernance est un élément clé pour mener à bien justement ce chantier social immense. Comment garantir cette bonne gouvernance? Comment en asseoir les bases et comment en garantir la pérennité surtout, Monsieur Aissaoui? C'est le propre de la réflexion développée par Sa Majesté le roi Mohammed VI devant les parlementaires. Il leur a dit qu'on ne peut pas réfléchir sur l'avenir de la société, sur l'avenir de la famille sans justement une gouvernance. Parce qu'en fait, il a voulu, c'est ses propres mots, sanctuariser le domaine de la famille. Et sanctuariser dans le sens, nous devons respecter le rôle et la fonction de la famille au sein du gouvernement, au sein de la société marocaine. Et ça, c'est un rôle qui est dévolu au gouvernement, à la société civile, au Parlement et à tous les acteurs qui font de la vie de tous les jours quelque chose de formidable. Et c'est ce qu'on a vécu. Et effectivement, c'est le discours de Sa Majesté le Roi est véritablement un outil extraordinaire de révélation de toutes les forces
de solidarité. Monsieur Aissaoui, le discours de Sa Majesté le Roi a chargé aussi le Parlement d'une nouvelle responsabilité, celle d'observer la vigilance dans l'élaboration des lois. Comment cette fois-ci expliquer cette exigence de la part du souverain dans le contexte actuel, le contexte où nous vivons, évoluons actuellement? Bien sûr, vous savez, ça c'est le plus important. C'est un patron qui parle à ses équipes. Le roi Mohamed VI a parlé avec le langage du militant. C'est le militant pour le développement socio-économique du pays et il est venu nous le dire. Il a dit attention au gouvernement, attention, il faut absolument que tout ce qui se fait soit fait dans la vigilance, dans la célérité, dans la rapidité, mais surtout dans la bonne manière. C'est ça le plus important. Il fallait absolument penser au fait que les Marocains et les Marocaines doivent prendre en considération toutes ces responsabilités, que ce soit la question du house ou la question du séisme ou la question de la réforme du code de la famille. Il fallait le faire avec le maximum de responsabilité, de vigilance et de célérité surtout, et de respect aux règles qui doivent régir toutes les relations publiques, toutes les politiques publiques qui doivent être mises en branle pour prendre à bras-le-corps cette problématique sociale et économique et de toutes les manières. Toutes les dimensions de la société marocaine ont été interpellées, ont été mesurées à travers ce discours de Sa Majesté le Roi et les réactions ont été plus que positives. On a entendu les ministres, les parlementaires, tout le monde a dit que nous sommes là pour répondre à l'appel de Sa Majesté et il fallait juste regarder une chose, c'est la spontanéité avec laquelle les citoyens marocains sont venus s'agglutiner devant le Parlement pour accueillir Sa Majesté le Roi. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, on n'oubliera jamais. Et ils sont venus pour exprimer de manière directe leur adhésion à l'approche et à la politique développée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Merci beaucoup, professeur Driss Aissaoui, analyste politique. Merci pour cet éclairage. Sport football dans moins d'une heure. À 18h pile, le Maroc affrontera la Côte d'Ivoire en match amical dans la capitale ivoirienne Abidjan. Une affiche qui a valeur de test à quelques mois de la CAN 2023 qui aura aussi lieu en Côte d'Ivoire. Ce sera en janvier et qui sera l'une des coupes d'Afrique les plus difficiles de l'histoire du foot africain, avec la présence de grandes stars de la discipline évoluant dans les meilleurs clubs du monde. C'est une rencontre amicale, mais qui promet en tout cas beaucoup de spectacles. Et toujours concernant ce match amical, Côte d'Ivoire-Maroc, prévu à 18h. Sachez que Walid Regragui voit l'affiche, je disais, il y a quelques instants, comme une occasion propice permettant à la sélection nationale de découvrir le pays qui va abriter la CAN 2023. L'occasion aussi pour lui de tester de nouvelles options. On l'écoute tout de suite pour plus de précisions. On sait qu'on va rencontrer une des meilleures équipes d'Afrique, une équipe légendaire, qui va avoir à cœur, devant son public avant la Coupe d'Afrique, d'être à son maximum et d'envoyer un message, non seulement aux Marocains, mais à toute l'Afrique. Donc ça va être un match très difficile pour nous, mais c'est ce qu'on est venu chercher, se mettre en difficulté avant la Coupe d'Afrique, voir un peu les conditions qui nous attendent au mois de janvier. Et on sait à quoi s'attendre. Maintenant, nous, on vient avec nos armes. On a confiance en nous et on espère que ce sera un match qui va servir à la fin pour les deux équipes. Et avant de refermer ce journal, notez le changement des horaires de diffusion de nos bulletins d'information. À partir de lundi, vous aurez rendez-vous avec Ad-Dahira à 13h. Vous suivrez le JT amazirophone et JT hispanophone aussi à partir de 14h. Votre JT francophone est programmé à 18h30, Al-Raïsia à 20h30 et enfin Al-Akhira à 23h30. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.